Daval, la série. Un podcast événement BFM TV. Au départ, la garde à vue se passe très bien. On n'a aucune idée de ce que les gendarmes peuvent avoir à l'encontre de Jonathan Daval, et on pense d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils n'ont rien. On va comprendre assez rapidement qu'en réalité, les gendarmes ont un certain nombre de preuves, et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Il va pas s'en sortir comme ça, il va falloir qu'il s'explique, et il n'a aucune explication à donner. Je m'appelle Randall Schordorfer, je suis l'un des avocats de Jonathan Daval. Je l'ai assisté pendant sa garde à vue, qui s'est finie d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, je dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Épisode 3. Dans les yeux des enquêteurs. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, hébergeaient encore celui qu'ils ignoraient être le meurtrier de leur fille quand la police vient l'arrêter. Je vois 2 gendarmes débarquer à la maison. Ils me font « Vous savez pourquoi on est là ?» Je dis non. Ils viennent m'annoncer qu'ils ont mis Jonathan en garde à vue. Mais là, je tombe des nues. Heureusement que j'étais assise sur le canapé, parce que je leur dis c'est impossible. Je leur dis vous vous trompez, mais c'est pas Jonathan, c'est pas possible que ce soit lui. Son arrestation, je l'apprends, c'est 2 gendarmes, dont un colonel, qui viennent au bar pour me dire Monsieur Fouillot, il faut que vous alliez enlever votre véhicule de chez Jonathan, on le met en garde à vue. Je dis mais ça peut pas être lui, c'est pas possible. Randall Schordorfer, avocat de Jonathan Daval. La garde à vue, elle intervient un lundi matin. À un moment, je me rends compte que mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Et je prends le portable et je dois être à une centaine de messages. En fait, j'ai même pas besoin de les lire. Je sais tout de suite que Jonathan est en garde à vue. Et donc, bien sûr, je contacte immédiatement la gendarmerie pour leur dire j'arrive. Je vais directement chez Jonathan. Il y a un truc qui m'interpelle tout de suite, c'est les scellés. C'est-à-dire que quand j'arrive, je vois les gendarmes mettre les scotch. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scotch, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Parce que sinon, on ne met pas les scotch. Je fais l'entretien avec Jonathan dans la cave de la maison, dans la petite salle de sport de la maison. C'est un peu particulier, on n'est que tous les 2. Jonathan, lui, doit rester debout à côté du vélo d'appartement. Enfin, c'est une scène assez étrange, dans une drôle d'atmosphère, parce qu'il y a les gendarmes partout, qui ne sont pas avec nous, mais qu'on entend marcher, parler. Voilà, Jonathan reste effacé, il me dit j'ai rien fait, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Martine, la mère de Jonathan, est bouleversée. On ne peut pas voir Jonathan quand il est en garde à vue, il est dans sa maison, avec plein de gendarmes partout. C'était, vous seriez cru dans un film d'horreur, parce que c'est pas possible. C'était très dur, hein, ça, pour moi, ça m'a choquée, je ne pourrais pas vous définir, mais j'étais plus là, j'étais complètement perdue. Il nie totalement les faits, il les a toujours niés et il a toujours la même position et il gardera cette position-là. C'est une bonne chose, Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre et lavé de tout soupçon. Il avait pris part à une marche blanche en hommage à Alexia Daval après sa mort. Chacun avait eu un mot pour lui, le mari de la jeune femme disparue fin octobre près de Gray en Haute-Saône. Jonathan Daval est désormais le principal suspect. Il a été arrêté ce matin à Gray-la-Ville, perquisition à son propre domicile. Il nie être lié au meurtre.
On est dans les locaux de la section de recherche qui se trouve en sous-sol, au fort de justice militaire. C'est très bunkérisé, il n'y a pas de fenêtre, on ne voit pas à l'extérieur. Ornella Spatafora, avocate, s'occupe aussi du dossier de Jonathan. C'est une toute petite pièce. Il y a une table, c'est très rudimentaire. Et on est finalement dans la même composition, c'est-à-dire il y a Jonathan, je suis un petit peu en retrait derrière lui. Et puis en face, on a les enquêteurs, un homme et une femme. Au départ, on ne connaît pas l'importance des investigations qui ont été effectuées par les services de gendarmerie. On va se rendre compte qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait autour de Jonathan Daval, que rien n'a été laissé de côté, que ce soit dans les témoignages, les investigations techniques. Dimitri Ramelot, correspondant de la radio RTL dans le Grand Est. Il voulait arriver devant Jonathan Daval en disant « Bon alors ça, monsieur Daval, qu'est-ce que vous voulez ?» Ah non, bah, oui, mais alors il y a ça aussi. Ah bah, et puis il y a ça. Donc voilà, ils ont monté un millefeuille de preuves, un dossier sérieux, avec des moyens considérables, parce qu'ils voulaient aller au bout, et a priori, ils sont allés au bout. Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Cette enquête qui, du point de vue grand public, on a l'impression qu'il ne se passait rien, mais c'est justement quand le grand public a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il se passe le plus de choses. Nous, on savait qu'ils avaient quand même des suspicions sur lui, même si on n'en a rien dit, parce que Jonathan, il a un comportement étrange dès qu'il va signaler la disparition. Grégory, le beau-frère d'Alexia, était présent le soir du drame. Il reste auprès de la famille d'Alexia et auprès de Jonathan les jours qui suivent. Le premier jour de sa disparition, il revient de la gendarmerie au bras de sa mère, sous une couverture, en larmes, lessivé, littéralement lessivé. Et je me rappelle très bien, j'ai gardé cette image en tête, le moment où il passe la porte du salon, et je suis à 4 mètres de lui, et j'entends parler d'une histoire de morsure au bras. C'est bizarre, une morsure au bras. Et moi, avec le recul, je regrette de ne pas être allé lui poser des questions, ne serait-ce que tranquillement. Dire, tiens, qu'est-ce que tu as au bras? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et j'ai rien fait. Chacune de ces sorties publiques est scrutée, examinée, analysée, sous le prisme de l'œil du coupable. Les comportements sont étudiés par le biais de comportementalistes, de physionomistes. On a très rarement vu ça quand même dans une affaire. Et Jonathan est complètement épié, ça c'est une évidence. Le moindre geste, son attitude vis-à-vis de la famille, et je pense qu'il le sent. Il est quasiment immédiatement placé sous écoute téléphonique. Il y a une première perquisition qui se fait très très vite, et il est placé dans la foulée sous écoute téléphonique. Maître Gilles-Jean Portejoie représente la famille d'Alexia. On sent qu'il joue lors de ses communications téléphoniques et qu'il les orchestre en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. On voit bien qu'il y a un changement de ton entre la conversation banale avec un tiers et la conversation qu'il entretient avec la famille, où tout de suite il utilise un ton doucereux, peiné. Là, ce contraste est en soi surprenant. Louise Colcombé, journaliste au Parisien. Mais ça suffit pas pour mettre quelqu'un en garde à vue, le placer face à ses contradictions. Il faut en trouver des contradictions. Donc ils vont accumuler des éléments techniques. Il y a un truc implacable, c'est qu'en fait, Jonathan Daval, il explique qu'ils sont rentrés à 23h30, qu'ils se sont couchés, qu'ils n'ont pas bougé de la nuit et qu'à 7h15, ils se sont réveillés tous les deux comme si de rien n'était. Dimitri Ramelot, journaliste à RTL. Et là, il y a un voisin immédiat qui va dire que cette nuit-là, il a entendu vers 1h30 du matin, 1h26 pour être tout à fait précis, un bruit de plaques métalliques. Donc il ne dormait pas, ou en tout cas ça l'a réveillé, il est allé voir à la fenêtre et il a vu en fait que la voiture qui était stationnée devant le garage de la maison des Daval était en train de rentrer dans ce garage. Donc à 1h26, la voiture a bougé. Jonathan, lui, dit qu'il n'a pas bougé de la nuit.
Donc ça, c'est un premier élément qui va les mettre sur la piste. Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Le deuxième élément qui va être un élément incontournable en termes de preuves, c'est le tracker du véhicule professionnel de Jonathan. Et ce véhicule est géolocalisé à 15 mètres du corps d'Alexia. Autre élément encore concernant la voiture, ils vont retrouver près de l'endroit où le corps a été découvert, sur un chemin forestier, une empreinte dans la boue de pneus. Et il se trouve que cette empreinte comporte un défaut. Et ils vont retrouver exactement le même défaut sur l'un des deux pneus avant de ce fameux utilitaire professionnel utilisé par Jonathan Daval. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Il va pas s'en sortir comme ça, il va falloir qu'il s'explique et il n'a aucune explication à donner. Il dit des choses, mais en fait il dit qu'il comprend pas. Alors qu'on comprend tous. On sait tous à ce moment-là. Moi, dès que je sors de cette dernière audition du premier jour, je sais que c'est terminé. Je sais que c'est terminé, je sais que c'est Jonathan, je sais qu'il n'échappera pas à sa responsabilité et je sais qu'il va falloir qu'on sorte très très vite de cette position-là. Mais je sais que ça va être très violent. Ornella Spatafora assiste aux aveux. Et puis les enquêteurs nous permettent une chose, parce que je pense aussi qu'ils comprennent que si on ne déroge pas un petit peu au système traditionnel, on n'y arrivera pas. Et donc ils nous permettent un entretien avec Jonathan Daval. On lui a demandé de dire la vérité, tout simplement. Jonathan Daval, c'est pas quelqu'un qu'on brusque. Quand je l'appelle le garçon, un peu comme un adolescent, si vous le brusquez, vous le fermez. Et puis, on le laisse. On le laisse seul. On prend quelques minutes de réflexion, puis il se lève et on reprend l'audition. Et là, on n'est plus du tout face au même garçon, on le sent beaucoup plus fragile et il va reconnaître. Il reconnaît. Il dit c'est moi qui ai commis les faits. Et puis il dit tout. Vous avez pu vous entretenir avec vos avocats. Que voulez-vous nous dire? Je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Ce n'était pas volontaire. Que s'est-il passé? Elle a fait une crise extrêmement violente. J'ai voulu faire comme d'habitude, la serrer dans mes bras, pour qu'elle ne me frappe pas. Et là, c'était vraiment fort. Je l'ai maintenue. Je pouvais pas. Que s'est-il passé? Je l'ai étouffée. Et ensuite, vous avez fait quoi? Le matin, j'ai déplacé le corps. Et je ne savais pas où j'allais exactement. J'ai pris le premier bois qui venait. Dès que j'ai vu les deux branchages comme ça, je l'ai mise entre les deux branchages. Les parents d'Alexia, qui à cet instant considèrent encore Jonathan comme leur propre fils, sont terrassés. Je voulais pas y croire. Je pense que je ne voulais pas y croire. C'est trop horrible peut-être. C'est long de faire un cheminement et de dire que c'est peut-être lui. La première chose qu'on fait, on culpabilise d'avoir soutenu Jonathan pendant ces 3 mois-là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est lui. C'est un gamin qu'on a aimé. On se rend compte que pour lui, tout est foutu aussi. Ça fait mal aussi, on a beau dire. Martine, la mère de Jonathan, peine elle aussi à réaliser. C'était l'effondrement. Ah, complet, tous. C'était un truc affreux. Pour moi, c'était pas possible. Jonathan ne pouvait pas avoir fait un acte comme ça. C'était pas possible. Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qui s'était réellement passé. Comment explique-t-il son geste? Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Voilà. J'arrivais déjà pas à croire que c'est Jonathan. Et puis là, je vois un avocat qui est en train de salir ma fille.
Là, ça faisait deux choses en même temps, mais je me dis, mais on est où là? Alexia, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants à l'encontre de son compagnon. Je me dis, mais je perds la tête là ou quoi? Voilà qu'Alexia mérite ce qu'elle a subi. Ces 15 coups de poing dans la figure qu'elle a eus, de mériter d'avoir été étranglée, elle a eu des ongles retournés. Les crises d'hystérie, il n'y a que Jonathan qui en parle. Elles n'existent pas. Personne ne les a jamais vues. Ornella Spatafora, l'avocate de Jonathan Daval. Elle peut être particulièrement agressive et être hors d'elle, au point qu'il n'arrive pas à la maîtriser, à lui faire entendre à la moindre chose. Et donc c'est vrai que ces crises-là peuvent même parfois l'amener jusqu'à contenir physiquement Alexia. Louise Colcombé, journaliste au Parisien. Dans la crise, il décrit 2 phases. Il y a une phase où elle est très agressive envers lui, elle le frappe, il raconte qu'il est roué de coups, quasiment, c'est un homme battu. Et puis, il dit qu'ensuite, elle tombe dans le coltard, qu'elle est comme ivre, qu'elle parle bizarrement, et puis qu'elle tombe, littéralement, puisqu'il raconte qu'il la dépose sur le lit ou sur le canapé plein de fois chez eux. Et puis après, elle oublie tout. Stéphanie Gay fait elle aussi partie des coupables, selon Jonathan. Jonathan lui a rapporté qu'elle faisait des crises. C'est lui qui appelle ça comme ça. Et elle me dit qu'elle est inquiète parce qu'elle qualifie ça de blackout. Elle me dit, écoute, j'ai des phases de temps, je ne me rappelle absolument de rien. C'est Jonathan qui lui raconte exclusivement ce qui se passe dans ces moments-là. On suppose que ma maman a téléphoné à ma sœur lors d'un de ces blackouts. C'était bien avant le drame, ça. Je l'avais appelée un soir et j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Le soir, elle avait une voix comme si elle avait un peu picolé, quoi. Je ne reconnaissais pas Alexia. J'avais pas pu discuter avec elle. Je lui ai donc dit, surtout, tu bouges pas de chez toi. On verra ça ultérieurement. Je te rappellerai demain. Et le lendemain, je l'ai appelée. Elle se souvenait de rien. Grégory Gay, le beau-frère d'Alexia, est aussi mis en cause par Jonathan. L'histoire des crises que lui mentionne, on se demande si c'est pas lui qui en est l'auteur. Il y a encore beaucoup de questions. Gilles Jean Portejoie, avocate de la famille d'Alexia. On s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments, qu'elle prenait des médicaments pour le moins surprenants, certains étant périmés depuis des mois, pour ne pas dire des années. Louise Colcombé. La famille d'Alexia, ils ont des doutes sur une possible intoxication d'Alexia à son insu pendant de longs mois précédant sa mort par Jonathan. On retrouve dans son corps 3 molécules, des somnifères, un relaxant qui a été interdit de commercialisation en Europe depuis 2013 tellement il avait d'effets secondaires, et du tramadol qui est un antalgique hyper puissant à base d'opiacés qu'on ne délivre que sur ordonnance. Grégory Gay, le beau-frère d'Alexia. Cette présence de médicaments pose clairement des questions. Et on ne sait pas si on en aura des réponses, mais par contre, on est certain que ce n'est pas Alexia qui s'est infligé ça volontairement. Elle savait très bien que les médicaments, c'est dangereux. Elle n'aurait jamais pris des médicaments contre-indiqués sans l'avis de quelqu'un. Sachant qu'elle voulait un enfant, elle le voulait, cet enfant. Ça, elle l'a subi. On ne l'a pas inventé. Hein. Pourquoi ? Pour la garder sous contrôle, pour la garder à la maison, pour lui faire du mal. Louise Colcombé, journaliste au Parisien. Le matin même de son dernier jour de vie, le vendredi 27 octobre, elle se sent mal, elle le dit, elle dit même « j'ai peur ». Elle écrit 2 fois « j'ai peur ». Comment ça va ? Je me suis recouchée, mes cheveux pas coiffés. J'ai peur. Dans son bol gastrique, on va retrouver l'absorption de ce décontractant musculaire, absorbé 12 à 24 heures avant sa mort. Donc sans doute que ce matin-là, elle était sous l'influence d'un médicament. Randall Schwerdorfer, avocate de Jonathan Daval. Il y a eu des investigations qui ont été faites sur les médicaments qu'on a retrouvés chez elle. Ça n'a rien donné de particulier. Très clairement, il a été soumis l'hypothèse au juge d'instruction que
Il était possible que ce soit un assassinat, c'est-à-dire un empoisonnement à petit feu en vue de donner la mort d'Alexia. C'est une piste qui a été juridiquement et judiciairement écartée. Dimitri Ramelot, journaliste à RTL. Jonathan Daval donc a avoué, il part en prison, les masques sont tombés, c'est la sidération, et il va falloir attendre quelques mois pour avoir encore un énorme coup de théâtre dans ce fait divers. Il va y avoir un face-à-face exceptionnel en termes d'intensité, en termes d'électricité. Entre Jonathan et la maman d'Alexia, c'est vrai qu'on va être impacté par cette confrontation parce que c'est totalement exceptionnel ce qui va se passer dans le bureau du juge d'instruction. Je m'appelle Isabelle Fouillot, j'ai perdu ma fille et je vais maintenant découvrir qui est Jonathan. Retrouvez tous les épisodes de Daval, la série, sur l'application BFM TV, sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.